sur le réseau transeuropéen de transport et les infrastructures régionales. Le règlement sur le réseau transeuropéen de transport, c'est un règlement vraiment très important, cadre, parce que alors, il a été révisé. Moi, je venais d'arriver à la représentation permanente et j'ai pris en cours sa révision, les phases finales de sa révision. Le règlement qui définit le réseau transeuropéen de transport, on peut passer à la diapo suivante du coup, fixe les exigences qui s'appliquent à chacun des tronçons, ou plutôt à chacune de ces couches. Il y a 3 couches: le réseau central étendu, le réseau global. Lorsque on appartient à l'une de ces couches, cela conduit à des obligations, mais cela permet également de candidater pour l'obtention de financement européen. Donc il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Les corridors que vous voyez, il y en a 9. C'est un peu un idéal type des grands couloirs de transport des passagers et des marchandises à travers l'Union. C'est une vision un petit peu idéalisée, évidemment. Personne ne va aller je crois que c'est Narvik en haut jusqu'à Malte. Voilà, mais bon, c'est comme une ligne de métro. Peu de gens la prennent de bout en bout, mais enfin, ça symbolise en quelque sorte des liaisons entre les différentes parties de l'Union européenne. Et donc, là, je vais commencer par vous demander si vous voyez des différences entre la carte en haut à droite, qui est la carte de 2013, et la carte révisée de 2024, qui est la grande, en France ou ailleurs. Alors, ça va à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, mais ça ne dessert toujours pas Avignon. Marseille, Si, Marseille, c'est. Non, mais là-bas. La côte, là-bas. Ah non, en 2013, non, mais la grande, c'est voilà, la 2007. Très, très bonne réflexion. Je ne sais, je n'ai pas repéré l'intervenant, mais. Claude, hein, d'accord. Bravo Claude, effectivement. Donc, première différence. Cette carte, elle est aussi importante dans les relations entre l'Union européenne et son voisinage. Et donc, effectivement, 4 corridors ont été étendus jusqu'à l'Ukraine, montrer le soutien financier qu'on pouvait apporter à une meilleure connexion, à une meilleure liaison avec l'Ukraine pour acheminer des troupes, du matériel, des vivres. Et en revanche, les liaisons avec la Russie, qui étaient matérialisées par une petite flèche, ont été en quelque sorte rétrogradées pour signifier qu'il ne s'agit plus d'une priorité. Donc, cette carte, elle sert aussi à manifester des intentions de politique de voisinage. Il y a d'autres différences. Bon, le Royaume-Uni n'apparaît plus, il est en quelque sorte contourné. Les Balkans occidentaux sont beaucoup plus intégrés. Et 2 corridors, Orange et Pelé, ont fusionné pour donner un corridor en vert, mer du Rhône, Rhin, Méditerranée. Pour la France, vous voyez que certaines sections, notamment des sections importantes pour la région, apparaissent. Marseille, Nice, Gênes, alors que sur la carte de 2013, la liaison passait par le tunnel ferroviaire, le tunnel de Lyon-Turin seulement. Donc un tronçon a été ajouté, puis également Bordeaux-Toulouse, cette grande transversale, en lien avec les projets ferroviaires, et également Nantes-Brest, le port de Brest qui a été ajouté au réseau. Voilà, donc ce règlement, il est vraiment très important parce que les exigences du port sur chacune des couches ont été révisées et renforcées. Les États ont essayé de modérer ces renforcements en faisant valoir aussi les questions budgétaires. Le déploiement de la signalisation ERTMS sur l'ensemble du réseau a été confirmé. Des questions pour le mode ferroviaire de vitesse minimale sur les lignes voyageurs et de fret. La mise au gabarit LGP 400, j'espère ne pas me tromper parce qu'il y en a 2, mais ce n'est pas le gabarit le plus gros, mais l'intermédiaire pour les fonctions du réseau. Donc ça va engendrer quand même un certain nombre de travaux, notamment sur les tunnels. Des temps de passage réduits aux frontières, un nombre minimum de sillons fret disponibles, y compris à travers les lignes urbains. Donc il va y avoir des arbitrages à trouver avec les trains des TER et les trains de passagers. Mais enfin, c'était un truc très très fort du Parlement européen jusqu'au dernier trilogue de donner plus de place aux trains de fret pour promouvoir la compétitivité du fret ferroviaire. La connexion ferroviaire des aéroports, grand projet cher à la Commission. Et c'est vrai que quand on regarde une carte à l'échelle européenne, on voit les choses un petit peu différemment. Et on se dit que pour que les passagers puissent se rendre enfin à grande vitesse vers un aéroport et puis enchaîner avec un vol et promouvoir les déplacements multimodaux, ce serait bien que les aéroports soient connectés au réseau à grande vitesse. Les États ont introduit un certain nombre d'exceptions en fonction du nombre de passagers de l'aéroport.
Et notamment, je me souviens que nous avons pris l'exemple de l'aéroport Marseille-Provence pour demander à ce que le funiculaire soit un mode de transport en connexion avec le réseau ferroviaire, soit un mode de transport intégré dès l'origine et qu'on n'ait pas à demander de dérogation à la Commission européenne. Pour le mode routier, bon, notre réseau est assez à niveau, donc ça concerne que les pays de l'Est, les pays qui sont encore en train de moderniser leur réseau, mais nous devrons tout de même aménager des aires de repos sûres et sécurisées pour les conducteurs routiers, pour remédier aux difficultés des conducteurs routiers, donc des parkings gardiennés, etc., avec un niveau de service plus important. Et sur la... Et on aura des financements. Ah ben voilà, il y a des financements, mais alors ça ne répond pas à tous les besoins. À chaque fois, c'est lié à des financements. On devra déployer les aires de recharge en carburant alternatif, mais je reviendrai. Le règlement va beaucoup plus loin en matière de mobilité urbaine. On passe de 80 nœuds urbains, je crois, à plus de 400 nœuds urbains qui doivent chacun adopter un plan de mobilité. En France, c'est déjà le cas, mais pour certains pays, c'est un enjeu. Il doit y avoir un terminal multimodal par nœud urbain en 2040. Bon, on y est presque. Alors, on peut justifier que le besoin est satisfait par un terminal à proximité, mais c'est un petit peu l'idée. Et puis, je voudrais m'y arrêter un moment, en termes de gouvernance, la Commission a porté une proposition qui lui donne un rôle d'impulsion plus important pour la réalisation des sections manquantes du réseau. Donc, c'est la diapo suivante. C'est l'un des articles, mais ça vous donne un exemple concret de travail de rédaction que l'on fait. L'un des articles qui a été le plus discuté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à un équilibre qui reconnaît à la Commission un droit de proposition plus important sur la programmation des sections manquantes. La Commission, qui est garante de l'intérêt général européen, estime souvent que les États priorisent de façon trop peu importante les sections transfrontalières, les connexions transfrontalières, et focalisent leur attention sur les sections sur leur territoire. Et donc, elles souhaitent avoir un droit de proposition, de programmation de la réalisation de ces sections, en adoptant par acte d'exécution un échéancier avec les caractéristiques des sections et l'année de mise en service que les États devront respecter. Les États ont fait valoir que, certes, cela avait un intérêt que la Commission puisse proposer, mais qu'ils devaient rester décisionnaires sur leur priorité d'investissement parce que elles se recoupent avec d'autres. Et donc, nous sommes arrivés, après de longues discussions, y compris en trilogue, à un texte que je vous lis, tout simplement pour donner un exemple. Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 5 du présent règlement, c'est un article qui indique que les États sont souverains en matière de choix budgétaires. La Commission, sous réserve de l'approbation des États membres concernés, adopte des actes d'exécution pour la mise en œuvre de chaque corridor de transport européen. Et les actes d'exécution, c'est la liste des sections, l'année de réalisation et les caractéristiques minimales. Couvrant ces tronçons transfrontaliers principaux, certes, c'est vraiment la plus-value de l'échelle européenne, ainsi qu'un nombre limité d'autres projets spécifiques concernant des tronçons nationaux. Et donc, vous voyez là la patte des États qui ont vraiment circonscrit les pouvoirs de ces actes d'exécution concernant les tronçons nationaux, puisque l'objectif n'était pas que la Commission européenne s'ajoute aux échelons de gouvernance que nous avons déjà, préfets de région, collectivités, et plan d'investissement que nous avons déjà pour ce qui concerne les fonctions nationales. Enfin, nous reconnaissons à la Commission la possibilité de prendre l'initiative sur un nombre limité d'autres projets spécifiques concernant des tronçons nationaux qui sont essentiels au fonctionnement du corridor. C'est ça l'idée. Le corridor ne peut pas être complètement fonctionnel si certains tronçons nationaux n'ont pas les performances requises. Bon voilà, je m'en arrête là, mais c'est pour vous montrer tout le travail, chaque virgule, membre de phrase, la place du membre de phrase a donné lieu à des discussions intenses. Voilà. Voilà pour la région du réseau transeuropéen de transport. Pour le nouveau cadre, alors deuxième exemple, le nouveau cadre financier pluriannuel et la ligne nouvelle France-Côte d'Azur. Donc là, je voulais vous donner quelques enjeux de l'élaboration du prochain cadre financier pluriannuel, c'est le budget de l'Union européenne. Nous sommes en ce moment sur le budget 2021-2027 et le prochain budget à compter de l'année prochaine. Le budget européen, c'est 1 270 milliards d'euros, auquel s'ajoutent 800 milliards du plan de relance, vous savez,
l'Union européenne, dans son ensemble, s'est endettée en commun. Ça a donné lieu à des plans de relance mis en œuvre par les États. La cohésion, la politique de cohésion et la politique agricole commune, ce sont les deux très grands systèmes à 300 milliards chacun. Et le mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, donc le principal outil en matière de projet, de transport, c'est 26 milliards. Donc vous voyez bien qu'on n'est déjà pas sur le même niveau de financement européen, dont 11 prélevés sur l'enveloppe de la cohésion et réservés aux pays de la cohésion, et dont 1,7 milliard sur la mobilité militaire, priorité qui monte aussi en puissance. Aujourd'hui, ces fonds ils sont attribués via appel à projets, des appels à projets menés par l'agence CINEA, pour lesquels il y a à chaque fois environ 5 fois plus de demandes que de budget disponible. Et donc, il y a une très forte compétition entre les projets. Et ça me permet de revenir à la question. Ce que la Commission met en avant dans sa communication vis-à-vis de nous, c'est que la France reste le premier bénéficiaire du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe sur les transports, hors pays de la cohésion. Compte tenu des fonds très importants qui sont attribués à des grands projets de travaux, comme le tunnel de Basse-Lyon-Turin, le canal Seine-Nord-Europe. Nous le reconnaissons, néanmoins, nous continuons à demander que l'Union européenne soutienne encore plus les projets les plus prioritaires pour la France, parmi lesquels la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur. Alors justement, sur la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, je voulais féliciter et faire état ici du très grand travail qui a été fait par son maître d'ouvrage, l'État, la région, notamment M. Cérus, M. Muselier, pour faire évoluer un petit peu la présentation du projet pour bien montrer sa plus-value européenne et sa plus-value transfrontalière. On le voit par exemple sur la carte qui est en bas à gauche, ici, sur la ligne nouvelle France-Côte d'Azur, sur le grand corridor méditerranéen, de l'Espagne vers l'Italie et même au-delà. Et je pense que ça commence à être entendu par la Commission européenne et par l'agence CINEA. Je pense que ces efforts commencent à porter leurs fruits. Le projet a bénéficié d'une subvention bien moindre que celle qui était souhaitée au cours du dernier appel à projet. Vous voyez ici, la Commission européenne attribue 7,6 millions d'euros pour la étude du PEM de Marseille-Saint-Charles. Et je crois qu'on ne peut que poursuivre dans cette voie. Poursuivre et en même temps s'adapter parce que, comme vous le savez sûrement déjà, il n'y aura plus d'appel à manifestation d'intérêt sur ce cadre financier, sur le cadre financier actuel, et donc les prochains appels à projets ou leur équivalent auront lieu en 2027 ou en 2028, au début du prochain budget. Et ça permet de toucher du doigt les enjeux de l'élaboration de ce prochain budget, parce que la présidente de la Commission porte une réforme en profondeur du budget européen pour le simplifier, fusionner un certain nombre de programmes et s'inspirer beaucoup plus du plan de relance européen. C'est-à-dire des enveloppes sont attribuées aux États, les États se chargeant de les redistribuer aux projets les plus importants, comme pour le plan de relance, dans lequel l'administration centrale nous a délégué des enveloppes. Alors, il y avait un mélange de crédits français et de crédits européens, mais elle nous a délégué des enveloppes où elle a elle-même attribué des enveloppes au niveau central. Comme pour le plan de relance, la Commission européenne souhaite conditionner l'octroi de ces fonds à un certain nombre de conditions, le respect de l'état de droit, bon, très bien, on a vu les débats que ça fait mener avec certains États en Conseil européen, mais également la mise en œuvre de réformes que les États n'auraient pas suffisamment mise en œuvre. Donc, simplification et conditionnalité. Ça pose beaucoup de questions. Il n'y a pas encore de position française sur le sujet, parce que c'est le ministère du Budget qui sera l'ensemblier de la position française. La Commission mettra sur la table sa proposition en 2025, mais le débat d'idées est vraiment intense en ce moment. Ça pose tout un tas de questions, des questions de volume du budget européen. Qu'est-ce que les États souhaitent, quel type de dépenses les États souhaitent-ils faire remonter au niveau européen et quel type de dépenses souhaitent-ils prendre en charge eux-mêmes directement? Qu'est-ce qui représente une plus-value au niveau européen? Des questions d'organisation, un ou plusieurs fonds, en gestion directe par la Commission ou dont la gestion est déléguée aux États ou à des collectivités. Il y a également un débat sur la période. Ne faudrait-il pas calquer la période sur les
les 5 ans de la mandature européenne. La question des recettes affectées, pour financer tout ça, l'Union européenne doit-elle percevoir plus de recettes affectées? Et si oui, de quelle nature? Faut-il à nouveau s'endetter en commun, comme nous l'avons fait après la pandémie de Covid-19? Certains États sont favorables, la France a pris des positions dans ce sens, d'autres États qu'on appelle frugaux sont rétifs à d'autres dépenses et à d'autres dettes communes. Donc voilà où nous en sommes. En tout cas, le fonds, quel qu'il soit, auquel la ligne nouvelle France Côte d'Azur émargera ou demandera à émarger sera différent. Et donc, une fois de plus, nous allons devoir nous adapter dans la façon de présenter la demande. Mais comment dire, tous les raisonnements que nous faisons sur la plus-value européenne du projet seront de toute façon nécessaires. Nous avons cette petite incertitude devant nous tout de même. Voilà ce que je voulais dire sur ce deuxième exemple. Et peut-être je passe au troisième et au quatrième très rapidement. J'espère qu'on est dans les temps. Je voulais revenir un instant sur le règlement sur les carburants alternatifs qui a été voté en 2023, juste avant mon arrivée. Et sur la question de la connexion électrique des ports et des aéroports et des bornes de recharge pour le transport routier. En fait, je trouve que ce règlement est intéressant parce qu'il me semble qu'il est arrivé que son application a été immédiatement très visible et qu'il est arrivé au bon moment et qu'il a répondu à un enjeu qui est à la fois très local et un enjeu d'harmonisation du déploiement des infrastructures de recharge dans l'Union. L'une des questions qui se posait, c'était que certains acteurs étaient prêts à passer aux véhicules électriques, mais craignaient de ne pas trouver un réseau de bornes de recharge suffisant sur le territoire. Et effectivement, avec un peu de recul, ça n'aurait certainement pas fait sens que chaque État déploie son réseau de façon indépendante. Il y a des questions de normalisation, d'interopérabilité, de calendrier. Et donc, voilà, je trouve qu'on est face à un sujet sur lequel l'échelle européenne est absolument légitime à harmoniser les choses et à programmer un calendrier de déploiement harmonisé. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est un règlement européen qui a aussi fait écho à des préoccupations très locales. Par exemple, à Marseille, la question de la connexion électrique des navires de croisière à quai lorsqu'ils stationnent dans le port pour éviter les panaches de fumée, etc. Certains connaissent très bien cela ici. Et donc, c'est ce règlement qui a disposé que d'ici à 2030, 90% des escales de porte-conteneurs et de navires passagers dans les plus grands ports, les plus grands navires dans les plus grands ports, devaient pouvoir être réalisés, enfin, les navires devaient avoir la possibilité de se brancher. Et donc, ça a accéléré, je dirais, des investissements qui étaient déjà en cours, mais je me souviens très bien à l'époque des réunions des différents comités de pilotage, ça a vraiment fixé une échéance pour programmer ces investissements. Donc voilà, un très bon exemple. Et je voulais aussi en parler parce que les financements sont toujours disponibles vers le fonds pour les infrastructures sur les carburants alternatifs. Il y a différentes échéances. Je n'ai plus en tête qui sont présentes à l'écran. Je n'arrive pas à lire, mais enfin, il en reste plusieurs. Donc, il est encore possible de déposer des dossiers pour la connexion Le électrique. 17 décembre 2025, tu arrives. le 11 juin. Ah bah, c'est déjà passé ça. 2025, c'est maintenant. C'était 2025. Voilà, c'est ça. Juin 2025, décembre 2025. Il y a eu une relève en septembre, je crois, 2025. Et là, c'est une carte du ministère de la Transition écologique sur les aires de recharge pour les infrastructures routières. On voit qu'on est pas mal dans la région et peut-être encore des choses à faire entre Marseille et tout. Ouf, voilà, pardon pour la longueur. Un dernier point que j'aborderai vraiment rapidement, que j'ai découvert en fait, à Bruxelles, je n'en entendais pas parler ici, la question de l'innovation dans le transport ferroviaire. En arrivant à Bruxelles, je m'étais dit, ouf, les collectivités, le groupe SNCF ont fait un effort commun colossal pour rénover la gare de triage de Miramas, pour financer le nouveau chantier de transport combiné rail-route. C'est bon, nous sommes parés pour le futur, pour les 20 prochaines années. Eh bien non, eh bien non, parce que j'ai découvert à Bruxelles dans les discussions et dans les présentations des associations d'entreprises ferroviaires un grand sujet d'innovation était en cours sur l'attelage automatique des wagons, donc le fait de supprimer toutes les opérations manuelles d'attelage des wagons dans les gares de tri. Aujourd'hui, il y a des agents qui connectent les wagons entre eux avec des vis, des systèmes manuels, etc. Et plusieurs pays sont moteurs, l'Allemagne, l'Autriche notamment, sur ce qu'on appelle le Digital Automatic Coupling,
pour le déployer d'ici 2030. Il y aurait 450 000 wagons à rénover dans l'Union européenne. Ça ne se fera pas en un jour. Et cela permettrait 10 à 20% de gains de compétitivité, gains de temps, également la numérisation des informations, savoir où est tel wagon à tel moment, etc. Et donc, nous n'avons pas fini, nous n'en avons pas fini avec la modernisation des outils ferroviaires. Voilà, je peux remonter cette partie de la Provence sur les forestiers. Voilà, cette fois-ci, j'en ai terminé.